Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de Paris United. C'est un serpent de mer qu'on aimerait voir prendre fin et pourtant le football français semble peiner à sortir de la crise dans laquelle il est plongé. Où verra-t-on la Ligue 1 la saison prochaine? Rien n'est tranché. Qui en sera le producteur? Rien n'est tranché. Et derrière ce fiasco désormais perpétuel des droits télé se cache une réalité économique préoccupante dont on va parler aujourd'hui. Bonjour Jean-Baptiste Guégan. Bonjour Clément Perlia. Bonjour tout le monde. Comment ça va? Ça va très bien en tout cas, ça va mieux que le football français. Et mieux que le football français qui se trouve encore une fois plongé dans une forme de crise, j'ai envie de dire presque structurelle désormais, mais tu vas nous l'expliquer. Derrière ça, je l'ai dit en introduction, se cache une réalité économique. C'est quoi cette réalité économique? Parce qu'il y a des chiffres derrière tout ce qu'on voit médiatiquement aujourd'hui, derrière ces accrochages liés aux droits télé. Il y a quand même une réalité économique chiffrée aujourd'hui. Déjà les problèmes ils ont commencé il y a plusieurs années, ils ont commencé avant le Covid. On nous avait vendu le milliard et puis il n'est jamais venu. Ensuite on a eu la crise Covid qui a affaibli la finance des clubs. Et cette finance des clubs, elle s'est retrouvée en difficulté. Alors évidemment l'État est venu au secours du football français, au regard de son impact et de son importance politique. Et puis la réalité est revenue au grand galop. Et il a fallu trouver un nouveau diffuseur après l'échec Mediapro. Là, on a bidouillé quelque chose avec Dazen. Merci Vincent Labrune, et j'imagine qu'on en reparlera après. Et là, aujourd'hui, on est face à une réalité. Dazen n'a pas relevé finalement le gant, n'a pas été capable de valoriser le football français. Bein ne prendra probablement pas la suite. Et aujourd'hui, on est face à un nouvel échec. On a divisé les droits télé par plus de 2. Donc on est passé de 200 millions de pertes à aujourd'hui plus d'1,2 milliard. Ça veut dire que le football français n'est pas sous perfusion, ça veut dire qu'il est en grand danger. D'autant que dans l'intervalle, CVC avait injecté 1,5 milliard d'euros pour aider le football français à se développer. En clair, on a tout gaspillé, rien investi, joué comme si on avait un argent illimité, personne n'a travaillé, beaucoup ont fait semblant, et aujourd'hui, on peut remercier le football français de s'être mis lui-même dans la tombe sur laquelle il va peut-être refermer le couvercle. La nouvelle saison qui s'annonce va être compliquée. J'ai les chiffres là sous les yeux. Tu nous dis on est à 1,2 milliard de pertes malgré le milliard 5 de CVC. Comment on peut arriver à 1,2 milliard de pertes? Je vais te donner un exemple. Tu prends un club comme Reims, par exemple, qui augmente ses salaires. C'est Jean-Pierre. Alors, c'est Jean-Pierre. Ouais. Jean-Pierre Caillot. Hein. Reims, très belle ville au demeurant, mais qui a un propriétaire qui a fait exploser les salaires, qui a pris plus de joueurs sous contrat. Donc, vous augmentez vos charges fixes. Beaucoup de clubs sont au-delà des 65% de masse salariale sur l'ensemble de leur budget disponible, donc c'est colossal. Et puis, on a systématiquement augmenté les sommes données, notamment à des joueurs moyens. Donc, vous augmentez des joueurs qui n'apportent pas de plus-value sportive, vous vous retrouvez dans la situation de Montpellier, du Havre, dans la situation de Reims. Vous êtes donc d'abord en très grande difficulté économique, vous avez des joueurs surpayés qui ne courent plus, J. Savani, on pense à toi. Et puis, vous êtes avec un écart qui se creuse avec les clubs bien gérés. On l'a vu notamment avec Lens qui a remis de la rigueur dans son budget. On l'a vu avec Lille qui depuis quelques années profite de la présidence d'Olivier Létang. Et puis avec le PSG qui lui a d'autres moyens mais aussi un autre niveau de professionnalisme. Oui, il faut rappeler quand même qu'il y a une réalité derrière les matchs de foot, il y a une réalité économique. Il y a des emplois. Il y a des emplois qui sont en jeu. Il y a la survie de clubs évidemment qui sont importants à l'échelle locale pour certains territoires. Là, sur la saison 2023-2024, on est à 164 millions de pertes, c'est quand même énorme. Qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui pour que ça reparte de l'avant? Est-ce que le football français peut survivre sans une réforme profonde et structurelle? Alors déjà, tu as raison de rappeler ce que représente le football français. Le football français aujourd'hui, pour un footballeur, c'est à peu près une quarantaine d'emplois directs. Le football fait vivre certaines villes moyennes. On se souvient par exemple d'Auxerre, lorsqu'il était redescendu en Division 2, ça avait considérablement affaibli l'économie locale. C'est aussi un moyen d'attirer les uns les autres. On sait que le football français, c'est plus de 5 milliards de retombées sur l'économie. Et par exemple, le PSG est un très gros contributeur en termes de taxes et d'impôts. Donc on est sur de vrais acteurs économiques qui ne sont pas des multinationales au sens où on l'entend, mais plutôt proches de TPE, en tout cas d'entreprises moyennes. Hein. On voit qu'en termes de chiffre d'affaires, ça ressemble pour beaucoup à des hypermarchés. C'est assez sidérant. Une fois qu'on a montré cette importance du football français, on est confronté à un problème. C'est que pour combler le déficit, c'est comme partout, il faut couper dans les dépenses, ça veut dire couper dans les salaires.
Ça veut dire couper des contrats, ne pas en signer de nouveaux, ou en tout cas moins élevés. Ça va être l'exemple qu'on va avoir à Lyon, par exemple, et une politique salariale plus maîtrisée, comme on a pu le voir à Nice ou ailleurs, avec des contrats qui sont raccourcis. Lyon, par exemple, depuis que John Textor est parti, avec Michel Coing a repris le lead, on sait qu'il n'y aura aucun contrat au-dessus de 200 000 euros mensuels. On est sur une grille de salaire qui est très très éloignée de ce qui se passait avant. Et puis à côté de ça, en dehors du secteur football, il y a tous les autres qui venaient apporter de la plus-value, c'est-à-dire les fonctions support, le marketing, le merchandising, tout ce qui est ticketing. Et bien là encore, on va couper. Et puis souvent, ceux qui paient la note, c'est les écoles de foot. On regarde Bordeaux par exemple. Alors Bordeaux, c'est le cas ultime, hein. Relégation après relégation. L'incurie de Gérard Lopez a amené la disparition de plusieurs dizaines d'emplois chaque année, de plans sociaux en plans sociaux. Tous les clubs aujourd'hui sont confrontés à ça. Il va falloir réduire la voilure. Il va falloir aussi réfléchir à l'avenir. C'est investir dans des équipes plus jeunes. C'est investir aussi, et ça aujourd'hui le foot français n'est pas capable de le faire, dans des approches plus innovantes, avec des coachs qui ont des idées et qu'on garde et qu'on ne fait pas sauter au bout de 3 semaines. Donc en gros, c'est une révolution complète à laquelle doit se plier le football français. Et puis il y a une dernière dimension, c'est la dimension diffusion. Il faut réinventer la manière de montrer le foot français et accepter que les uns et les autres soient encore capables de le payer. Il y a beaucoup trop de gens qui recourent à l'IPTV par exemple. En fait, ce que je comprends à travers ce que tu nous dis, c'est qu'il y a des chantiers à tous les niveaux là. Chantier au niveau des modèles économiques, au niveau des droits télé, la stratégie des droits télé, ça on le sait, au niveau même de la formation. En fait, c'est un chantier total. J'ai envie de te dire qu'il y a plus de chantiers dans le football français qu'à Paris aujourd'hui. Et c'est pas prêt d'être réglé. On est face vraiment à un changement de paradigme. Il faut changer la manière du football français de travailler. Il faut qu'il travaille mieux, il faut qu'il travaille avec moins, il faut qu'il travaille en profitant à plein d'un système qui en a fait le premier contributeur d'internationaux au monde. Et aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Pourquoi ? Parce qu'on a beaucoup d'incompétences à la tête des clubs, on a beaucoup d'amateurisme encore, et puis on n'a toujours pas compris que, comme on le voit par exemple dans certains clubs en Angleterre ou en Allemagne, c'est par la structuration et sa professionnalisation qu'on gagne. Et puis surtout, c'est en professionnalisant aussi la Ligue. On a vu que la Fédération française de foot avait remis la main sur la Ligue, avec un Philippe Diallo qu'on n'imaginait pas aussi offensif, ni même simplement présent. Et dans ce cadre-là, il va falloir vendre un produit qu'on va nous-mêmes produire. Et ça, c'est l'autre grande nouveauté, c'est-à-dire que depuis que Taverneau est arrivé, donc l'ancien patron d'M6, pour relancer le football français, Vincent Labrune s'est trouvé en minorité. Et il va falloir prouver que la France est capable de proposer une ligue diffusée et que les gens s'abonnent. Alors aujourd'hui, à l'heure où on enregistre cette émission, on n'a toujours pas la chaîne où ça va être diffusé. On n'a toujours pas de prix. Alors on sait que ça va être entre 10 € et peut-être 15, avec peut-être des pointes à 20 suivant ce qui va être proposé. On ne sait pas qui va le produire. On est à moins de 45 jours à l'heure où on enregistre et on n'a effectivement toujours pas d'idée de qui va produire. En tout cas, il y a 2 entreprises qui ont été approchées et qui sont normalement signées, mais c'est un blackout complet. C'est pas rassurant parce que c'est demain. Et aujourd'hui, on a la chance encore d'avoir des clubs comme le PSG et dans une moindre mesure comme Marseille, parce que sinon on serait littéralement dans le mur. Effectivement, ce que tu soulignes, ça met en exergue la médiocrité aussi des dirigeants, hein, il faut dire la vérité, c'est eux qui sont responsables de ce fiasco aujourd'hui. On y reviendra tout à l'heure. Revenons au club rapidement. Comment expliquer, et c'est aussi un symbole, que même le PSG, qui est le club phare, perd aujourd'hui 60 millions d'euros par an ou lors du dernier exercice, alors que c'est ton club numéro 1 et de loin. Alors le PSG va d'abord pâtir de la baisse des droits télé, comme tous les autres clubs. Donc déjà là, ça affecte ses revenus. On devait aussi avoir une croissance des droits télé à l'international, comme peuvent en profiter le championnat anglais. Or, nous sommes champions d'Europe. Et ça ne va pas se traduire par une meilleure visibilité, parce que l'amateurisme récent affecte la possibilité de vendre l'image du PSG via les droits télé. Et ça a un impact. Et tant que ça ne sera pas amélioré, on a un pilier finalement des revenus du PSG qui est fragilisé. Et ce qui vaut pour le PSG, il faut imaginer que c'est encore plus important pour d'autres clubs qui n'ont pas là un actionnaire comme QSI. Et ça aujourd'hui, c'est une vraie question.
À ce niveau de crise économique, que représentent les investisseurs étrangers qui sont de plus en plus nombreux en Ligue 1? Est-ce que c'est une opportunité, une aubaine, ou est-ce qu'au contraire ça peut être un danger ou une limite? On voit, hein, on a une illustration de tous ces propriétaires étrangers qui possèdent des clubs français, Auxerre, Monaco, Paris, Marseille, Nice, Lille, Le Havre, enfin, il y en a énormément. C'est quoi? C'est une aubaine, une opportunité ou c'est plutôt un danger? Moi, j'ai tendance à avoir une position assez conservatrice sur le sujet. Pour moi, je pense que l'argent qui vient de l'étranger, s'il investit, est cadré et qu'on accepte des investisseurs qui soient sérieux. Il n'y a pas de raison qu'on ne les fasse pas rentrer, mais il faut protéger nos clubs. Nos clubs sont des actifs stratégiques. Ils ne peuvent pas être déterritorialisés. On ne peut pas les enlever de leur ville. Et rien que pour ça, il faut les préserver. Parce que souvent, une fois que l'investisseur s'en va, on l'a vu avec 777 Partners au Red Star, on l'a vu à Lyon avec Textor, eh ben, il reste quoi? Un champ de ruines. On pense à nos amis bordelais par exemple. Et face à ça, il y a une chose qu'il faut d'abord éviter, c'est de recourir à l'argent public, parce que le contribuable n'a pas à payer l'incurie des dirigeants du foot français. Maintenant, pour répondre définitivement à ta question, avoir des investisseurs étrangers, c'est plutôt une opportunité parce que c'est des fonds qu'on ne trouve pas en France. En tout cas, qu'on ne trouvait pas en France jusqu'alors. La bonne nouvelle, c'est l'arrivée de la famille Arnaud, c'est l'arrivée de Xavier Niel à Créteil. C'est un réveil, celui des milliardaires français qui se disent que le football français peut être intéressant à tout point de vue. Et c'est peut-être ça aussi ce qu'ont montré les investisseurs étrangers, c'est qu'on peut faire avec les clubs français des plus-values, qu'on peut imaginer une activité qui soit rentable et pas simplement une danseuse, comme on a pu le voir avec certains acteurs comme les présidents de Montpellier, de Reims et l'autre. C'est peut-être ça aujourd'hui l'avenir du football français, c'est être capable de préserver une certaine idée du football à la française, et en même temps s'ouvrir à l'étranger à des possibilités d'investissement qu'on n'avait pas jusque-là. Il y en a qui ont compris avant nous la stratégie ou la voie à suivre pour éviter les crises financières, comme on le signale pour le foot français, c'est l'Allemagne. L'Allemagne, ils ont à la fois réduit leur dépendance aux droits télé et réduit aussi la part des investisseurs étrangers dans leur capital. C'est le fameux modèle 50+1. Est-ce que tu peux nous l'expliquer? En quoi ça consiste et en quoi c'est utile pour éviter les dérives financières? Alors l'Allemagne a un modèle particulier, c'est-à-dire qu'elle empêche tout investisseur étranger de posséder plus de la moitié du capital. Alors, il y a une exception, c'est le RB Leipzig, parce que Red Bull a contourné la règle. Mais aujourd'hui, on va se rendre compte que c'est tout le capitalisme allemand qui finance le football germanique, et ça lui a permis de travailler dans la durée, d'augmenter ses revenus sur tous les autres postes, là où par exemple on a un vrai manque. On a du mal par exemple à proposer des services autour, on a du mal à voir l'expérience match aujourd'hui au-delà du match. C'est-à-dire que quand vous arrivez par exemple au Parc des Princes, vous allez aux 2 stades, vous allez aux 3 obus, mais vous n'allez pas forcément rester dans le stade. Quand vous partez, vous rentrez. En Allemagne, c'est plus long. Alors on ne sera jamais l'Allemagne ou l'Angleterre, mais on peut avancer. Le modèle allemand, il est intéressant. Alors on voit aussi aujourd'hui sa fragilité, parce que avec les difficultés de l'industrie allemande, il va y avoir un peu moins de moyens. Mais quand on regarde l'engouement, la qualité du spectacle qui est proposé, l'idée qu'ils ont vraiment compris que c'était un divertissement aussi. C'est-à-dire que gagner, c'est bien, mais gagner en mettant plus de buts, c'est mieux. Aujourd'hui, on a un très bon équilibre entre ce que la Première Ligue propose et ce que l'Italie offre. On peut être justement ce modèle alternatif, et à mon sens, c'est peut-être là où il faut regarder. C'est-à-dire que ça n'empêcherait pas les investisseurs étrangers d'entrer, ça préserverait l'identité de nos clubs, et ça les sécuriserait aussi. Donc dans tous les cas, il faudrait regarder le modèle allemand, on n'y est pas encore, probablement qu'on aura un mal fou à y arriver, mais ça doit être un modèle vertueux qu'on doit mettre en place. Dernière question, je te parlais tout à l'heure du niveau et de la responsabilité des dirigeants français, des clubs, ligues, fédérations, voire ministères des sports dans la crise du football français depuis des années. On se souvient que pendant le Covid, quand il y a eu l'arrêt des championnats, l'État était intervenu avec les PGE, les prêts garantis par l'État pour soutenir économiquement les clubs. Est-ce que là, face à la situation actuelle, il devrait y avoir une forme de mise sous tutelle? Alors c'est un peu le cas avec la LFP via la Fédé, mais encore plus importante, un interventionnisme encore plus important de l'État pour venir en aide au football français. Alors à chaque fois qu'on a vu un interventionnisme d'État, souvent il y a les mêmes mots qui arrivent comme nationalisation, prise de contrôle.
Les administrateurs de l'État, s'ils peuvent être très bons, ont parfois plus de difficultés avec des activités qu'ils ne maîtrisent pas. Et en l'occurrence, le football est quand même une activité très originale, très compliquée pour un administrateur. C'est les ministres des Sports successifs, bien qu'ils aient fait aussi des choses intéressantes, comme Amélie Oudéa Castéra, pardon, en fait, ça semble assez déconnecté de la réalité, en tout cas quand on les écoute sur le foot français. Alors c'est clair que si on suit l'exemple de Marie Barsac, oui, là on est sur une déconnexion absolue. AOC, Amélie Oudéa Castéra, avait effectivement elle compris plus largement parce qu'elle avait su écouter et entendre, puis elle avait travaillé les dossiers. Aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que d'abord le ministère ne peut pas rentrer dans la gestion qui est déléguée à la Fédé et qu'elle délègue elle-même à la Ligue. Il y a tout un travail de responsabilisation des acteurs et de compréhension d'un écosystème qui n'est pas simple. C'est pas facilité non plus par l'UEFA et la FIFA, mais on a nos problèmes. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que le football français, il doit permettre d'aligner tout le monde. Alors, on a vu Emmanuel Macron s'intéresser à la question, et depuis qu'il est en poste en tant que président, il a fait du football un vrai élément de sa politique et de son image. Maintenant, on aimerait aussi que tout le monde tire dans le même sens. Alors, on a vu justement à l'Assemblée et au Sénat des parlementaires s'en emparer, c'est le cas par exemple de Michel Savin, et ils ont amené énormément d'éléments qui ont permis à Philippe Biello d'exister et surtout de bouger ce football français. Maintenant, il va falloir que ça aille plus vite, il va falloir que ça aille plus fort, et effectivement l'État doit être non pas celui qui reprend et gère comme à chaque fois dans ce pays, mais au contraire, doit être celui qui doit impulser et puis contraindre. Aujourd'hui, c'est ce qui se passe. Est-ce qu'on est sorti finalement des difficultés? Je pense pas. La saison 2025-2026 va être compliquée. Pour l'instant, il n'y a aucun club de première division qui a déposé le bilan. Rappelons que l'OL, pour l'heure, est relégué en seconde division. Alors, il y a un appel, et pour l'instant, la Ligue place l'OL en Ligue 1, voilà, dans les calendriers. Et donc, concrètement, ça va jouer comme ça, et c'était une manière de montrer la porte à Gentextor. On va avoir une dilution de sa présence avec de nouveaux investissements qui vont être consentis, notamment par Michel Kwang et ses partenaires. Maintenant, c'est pas la panacée. Alors paradoxalement, c'est dans ce moment où le football français est le plus en difficulté qu'on n'a jamais eu d'aussi bons résultats en France, dans le football de club, parce qu'on se souvient quand même des trajectoires en Coupe d'Europe, à commencer par le titre de champion d'Europe du PSG. Donc est-ce qu'on a besoin d'avoir, comme le bon coq français, les deux pieds dans la merde pour avancer? Moi, je pense qu'on est assez proche de ça. C'est une belle fin, ça. C'est une belle conclusion, Jean-Baptiste. Merci pour tes explications. Je pense qu'on aura l'occasion de revenir. On avait déjà fait un épisode il y a un mois sur la crise du foot français. Je pense qu'on le refera au courant de l'été, selon les évolutions, notamment de l'attribution des droits télé et de la diffusion de la Ligue 1. Merci pour tes explications. Merci Clément. Merci à nos abonnés, merci à nos membres qui nous suivent et nous soutiennent jour après jour, semaine après semaine, mois après mois. Likez. Abonnez-vous. Voilà, t'as tout dit encore une fois. J'ai tout dit encore une fois. On devrait l'enregistrer cette petite fin, Ouais, comme ça on la balance à chaque fois. Merci à Nathan Hippolyte aussi en régie qui nous permet de réaliser cette émission. Et puis on vous dit à très vite sur la chaîne YouTube de Paris United. Ciao. Ciao.